So now we move on to the last presentation for this morning session with Sylvia Nieto-Pelletier, Metal Coin Issuing Authority and Fiduciarity in the Late Iron Age, Monnaie métallique, autorité émettrice et fiduciarité au second âge du fer. Hello everyone, I'm sorry but I will speak in French, sorry for that, but I think it's better for everybody than my broken English. Je souhaite remercier tout d'abord les organisateurs, Thibaut, Eneco et Marie-Lou pour leur invitation à communiquer, quand bien même le sujet qu'ils m'ont demandé de traiter, à savoir adoption du monnayage et apparition de la monnaie fiduciaire, est loin d'être aisé. Et les communications que nous avons entendues depuis mercredi soir ont fait que je me suis posé encore plus de questions, mais je vais néanmoins essayer de traiter ce sujet. La bibliographie sur la question de la fiduciarité pour la période antique n'est pas très abondante, voire indigente pour l'Europe celtique, la question n'ayant jamais ou très peu été traitée en tant que telle. Les études les plus approfondies portent sur les mondes grecs et romains. Vous avez ici les exemples les plus peut-être importants. Et pour le celtique, nous avons tout au plus des réflexions préliminaires dans des études plus vastes. Pour introduire cette communication, je souhaiterais me référer à un ouvrage de George Le Reader. George Le Reader est un historien et numismate spécialiste des monnayages grecs. Donc un ouvrage consacré à la naissance de la monnaie est paru en 2001 et voici le passage que je souhaitais vous citer. Malgré les nouvelles formes de monnaie qui sont apparues à l'époque contemporaine, le terme de monnaie continue de nous faire penser en premier lieu à une pièce métallique ronde sur laquelle ont été imprimés au droit et au revers, donc sur chacune des faces de cette pièce, le nom et les types de l'État émetteur. Cette monnaie a aujourd'hui un long passé. Elle est née en Asie mineure occidentale au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Jusqu'à cette date, dans le monde méditerranéen et oriental, on avait utilisé divers moyens d'évaluation et d'échange. Le trait commun qui réunit ces moyens d'échange est leur caractère impersonnel, anonyme. Aucun des lingots et des objets métalliques qui nous sont parvenus ne porte une marque d'origine. Mon propos va donc aujourd'hui porter sur la monnaie dite frappée et signée en Gaule, c'est-à-dire sur la monnaie qui porte ou qui doit porter les marques d'un pouvoir émetteur, d'une autorité émettrice, et ce, quelle que soit cette autorité émettrice. Et vous allez voir que pour l'Europe celtique, c'est une question qui est complexe. Alors, Eneco l'a mentionné hier, cette monnaie, elle apparaît au début, premier tiers du IIIe siècle avant notre ère. Et dans un premier temps, il s'agit d'imitation de monnaie grecque. Alors, pour schématiser, au nord d'un axe Haute-Garonne, on produit des imitations au type des statères de Philippe II de Macédoine. C'est vraiment le modèle majoritairement imité. Ce sont des monnaies d'or. Et au sud, on a dans un premier temps des imitations des drachmes d'Emporion et de Rhodé. Et ce sont des monnaies d'argent. Alors vous le voyez d'emblée, la question de l'identification d'une autorité émettrice gauloise se pose pour ces premières monnaies, puisque si je prends le cas de la monnaie d'or, que j'ai agrandi ici, vous voyez que la seule autorité identifiable sur ces premières monnaies d'or est celle de Philippe II de Macédoine. Vous voyez le nom Philippe Philippou à l'exergue de cette monnaie, ou de ses successeurs, donc une autorité géographiquement très éloignée de nos régions. Donc j'exclus donc de mon propos ce que l'on peut trouver dans la bibliographie sous les termes d'objets prémonétaires, prémonnaie, monnaie primitive ou encore paléomonnaie. Tous ces objets a priori anonymes dont on a déjà abondamment parlé lors des précédentes communications. Avant et après
l'apparition de la monnaie, donc au sens réduit du terme, hein, tel que je l'entends, tel qu'il est envisagé aujourd'hui, c'est-à-dire une monnaie frappée entre deux coins ou produite dans un moule. Vous avez les deux schémas ici de fabrication de la monnaie gauloise, enfin les deux modes techniques de fabrication. Donc avant et après l'apparition de cette monnaie, il existe en Gaule, mais comme ailleurs, hein, comme en Asie mineure occidentale et au-delà, des objets variés, je n'entre pas dans le détail, qui étaient utilisés lors d'échanges de nature diverses. Et il n'est pas exclu que ces objets soient encore employés parallèlement à l'usage des monnaies, notamment si l'on se réfère au texte de César qui signale pour la Bretagne au livre 5, pour monnaie, on se sert de cuivre, de pièces d'or ou de lingots de fer d'un poids déterminé. Alors, mais revenons à nos pastilles métalliques rondes. Au second âge du fer, la fabrication monétaire relève d'une autorité émettrice qui demeure souvent difficile à identifier, du moins à identifier précisément, car dans le monde celtique, ces autorités sont multiples et peut-être variables selon les époques. Les études actuelles montrent qu'il peut s'agir de cités, de pagis, c'est-à-dire le pagis, c'est une subdivision du territoire de la cité, de familles aristocratiques, pourquoi pas, de sanctuaires ou de confédérations. Mais quelle que soit cette autorité, la fabrication monétaire répond à un cahier des charges qui vise à fixer le métal ou l'alliage, la masse, le module de la monnaie et son iconographie. Il s'agit donc d'une production qui est normée et calibrée. Alors, avant de s'intéresser plus spécifiquement à la question de la fiduciarité de cette monnaie gauloise, il m'a semblé nécessaire de rappeler ou de fixer les grands repères chronologiques de l'apparition des monnaillages gaulois sur toute la période, entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère. Alors, vous allez voir, c'est un panorama extrêmement schématique, mais qui permet de poser les grands jalons de cette production. Alors la monnaie apparaît en Gaule dans la seconde moitié du VIe siècle avec les monnaies d'argent de Marseille, mais ce sont des productions grecques. Hein, il s'agit d'une monnaie grecque, donc de la cité de Marseille. Et il faut attendre le début du IIIe siècle avant notre ère pour voir apparaître des productions locales. Donc la monnaie gauloise, on l'a vu, au nord de la Garonne, des imitations du statère de Philippe II de Macédoine, des monnaies d'or, et au sud des monnaies d'argent, des imitations des drachmes d'Emporion et de Rhodée. Et c'est donc en copiant des monnaies grecques que les Gaulois adoptent la monnaie. Alors, dans un premier temps, si je me focalise sur les premières émissions en or, dans un premier temps, vous voyez que ces imitations sont extrêmement proches des originaux gréco-macédoniens. Et donc vous avez ici deux exemples. En haut, les statères au type de Philippe II de deux ateliers différents, Amphipolis en Macédoine et Abydos, ou supposé Abydos, localisé en Asie mineure occidentale. Et puis au-dessous, je vous ai mis les imitations gauloises qui en ont été faites. Donc d'abord copie fidèle, la monnaie gauloise va progressivement s'émanciper de ces modèles grecs ou gréco-macédoniens à des rythmes variables selon les régions d'émission. Alors si je reste sur ces émissions en or, sur ces premières séries de monnaies d'or, on constate qu'elles ont des aires de circulation variables. Alors, on raisonne sur des corpus très restreints, très, très faibles. Donc, il faut être extrêmement prudent hein, dans les interprétations de ces circulations. Mais néanmoins, on constate que certaines séries ont
des aires de circulation restreintes, quand d'autres se diffusent plus largement, et donc il est beaucoup plus difficile de les positionner géographiquement. Et ce qui est intéressant, et à mon avis dont il est important de tenir compte, c'est que très tôt, il existe des fractions, donc des petites dénominations, hein, dès le début ou presque, qui témoignent d'un besoin de petites dénominations, et quel que soit l'usage que l'on alloue à ces premières monnaies d'or, eh bien, il me semble que l'existence de ces fractions doivent être pleinement intégrées à notre raisonnement. Au cours du IIIe siècle, mais surtout peut-être à partir du début du IIe siècle, on voit apparaître des particularismes iconographiques locaux qui s'accentuent jusqu'à la conquête. Et ils témoignent de la multiplication des pouvoirs émetteurs à l'échelle de l'ensemble des territoires gaulois et du besoin et ou de la volonté des autorités émettrices d'individualiser leurs émissions. Et peut-être faut-il y voir, à partir de ce moment-là, les prémices d'un nouveau rapport de ces autorités émettrices à la monnaie. Alors, ce phénomène s'inscrit dans un contexte de développement de l'usage monétaire qui est particulièrement visible avec l'augmentation des volumes de production, mais également la mise en place de nouvelles structures territoriales, d'abord des agglomérations, puis des oppidats à partir de la fin du IIe siècle. Alors, je poursuis mon déroulé. À la fin du IIIe et début du IIe siècle, on voit apparaître des monnaies de bronze coulées, que l'on appelle les potins, d'abord en Gaule-Belgique, les contextes les plus anciens, et puis dans un second temps en Gaule celtique. Et ce sont des exemplaires que l'on retrouve par la suite en abondance sur de nombreux sites. Et le peu de soins apportés généralement à leur fabrication en font des pièces de faible valeur unitaire, de la petite monnaie, et je vais bien sûr revenir sur ces productions particulières. Dans la première moitié du IIe siècle avant notre ère, en tout cas, il semble que c'est à partir de cette période que des monnaies d'argent sont produites au nord de la Garonne, notamment dans le centre-ouest. On a des petites dénominations qui ont été mises au jour dans un contexte de l'Athènes C2 sur le site de Levroux. Et un point qu'il me semblait aussi important de mentionner, à la fin du IIe siècle, dans le centre-est de la Gaule, donc ça concerne vraiment une région très particulière, on a l'adoption d'une monnaie d'argent qui s'aligne sur l'étalon pondéral du quinaire romain et qui adopte aussi au moins en partie sur une des faces, le droit généralement, une iconographie romaine. C'est ce que les numismates ont appelé la zone du denier. Dans la seconde moitié du IIe siècle, ce sont les monnaies de bronze dites frappées, donc entre deux coins, qui sont attestées dans des contextes datés, notamment dans les territoires traditionnellement attribués aux Bituriges ou aux Carnutes. Vous en avez ici un exemple. Et ces monnaies de bronze frappées ne remplacent pas les potins, les monnaies de bronze coulées, hein, qui continuent à être produites et qui continuent à circuler. Et ces monnaies de bronze coulées et frappées circulent, sinon ensemble, du moins en tout cas parallèlement. À partir de la fin du IIe siècle et durant toute la première moitié du Ier siècle, les légendes monétaires sur les monnaies donc, apparaissent et se multiplient. Alors on ne sait pas toujours à qui ou à quoi renvoient ces légendes, hein, si le nom mentionné sur la monnaie n'est pas cité par César. Mais il faut peut-être voir ici de nouvelles pratiques qui se mettent en place. Et ces légendes concernent tous les métaux monnayés, à savoir l'or, l'argent et le bronze.
Et enfin, dernière étape de mon panorama, à partir du milieu du 1er siècle avant notre ère, et surtout dans la seconde moitié du 1er siècle, apparaissent et se développent des exemplaires en laiton, l'auricalque des anciens. Dans quelques régions, pour le moment, seules quelques séries sont identifiées, mais ces émissions font l'objet d'une ANR que je coordonne. Et voilà, on espère avoir un peu plus d'informations et surtout de pouvoir reprendre les chronologies de ces séries. Alors voilà pour les grandes étapes. Encore une fois, vous l'aurez compris, très schématiques. Hein, les ensembles monétaires celtiques sont beaucoup plus complexes. Mais voilà, ce sont les grands repères chronologiques qui me paraissaient importants de mentionner et qui montrent bien qu'à date relativement haute, coexistent des systèmes monétaires variés. Alors, système monétaire entre guillemets, hein, parce qu'on ne connaît pas les rapports, les ratios entre les différents métaux monnayés, mais qui témoignent de la mise en œuvre de politiques de production monétaire plurielles à l'échelle de l'ensemble des territoires gaulois. Autrement dit, il n'y a pas une politique de production monétaire unique à l'échelle de la Gaule. Alors, ces systèmes monétaires peuvent être en tout cas fondés sur 3 métaux, c'est-à-dire l'or, l'argent et le bronze. On voit circuler ensemble des monnaies d'or, d'argent et de bronze. C'est le cas notamment dans un grand centre de la Gaule, mais également, ou peut-être de façon un peu moins nette, en tout cas en Gaule-Belgique. 2 métaux, or et billon, en armorique notamment. Et dans certains cas, on a vraiment un métal qui est dominant. C'est par exemple le cas dans le centre-est, hein, cette fameuse zone du denier dont je vous ai parlé, ou encore dans le sud avec les monnaies à la croix. Donc ce sont des monnaies d'argent. Donc chaque pouvoir émetteur, quel que soit ce pouvoir, émet donc une monnaie qui lui est propre, avec une iconographie, une métrologie et une composition métallique plus ou moins spécifique. Dans certains cas, on se dessine de sortes de référents, et notamment des référents iconographiques. C'est le cas en armorique avec le cheval androcéphale, le cheval à tête humaine, qui est présent au revers de plusieurs émissions et qu'on ne trouve pas ailleurs en Gaule. Alors, pour illustrer mon propos de la diversité des situations, voici un exemple pour le 1er siècle pour des monnaies d'or. Alors, j'en ai mis simplement quelques-unes. Hein. La production de monnaies d'or est bien sûr beaucoup plus diversifiée et abondante, mais qui vous montre bien la diversité des émissions. Vous le voyez, qu'il s'agisse de l'iconographie, de la masse de ces monnaies ou encore du titre, c'est-à-dire de la teneur en métal précieux. Alors, la monnaie métallique frappée et signée est donc indissociable d'une autorité quelle qu'elle soit, et elle est tout aussi indissociable de la notion de fiduciarité. Les réflexions engagées sur la question de la fiduciarité des monnaies métalliques s'accordent à placer au cœur de cette notion complexe le lien étroit qui unit la monnaie à l'autorité de l'émetteur. Et ce point est mis en avant par les historiens qui ont traité des monnayages grecs et romains, mais également pour le monde celtique, particulièrement dans le cas des potins, ces monnaies de bronze coulées. Je vous ai mis les références en haut de cette diapo. Alors, pour reprendre les propos de Jean-Michel Carrier, là, je reprends 2 articles dans cet ouvrage publié sous la direction de Bruno Terré en 2007. Jean-Michel Carrier écrit dans un des chapitres de cet ouvrage « La question de la fiduciarité est née avec la monnaie signée et frappée, dans la mesure où la valeur de la pièce n'était plus son contenu métallique, mais une valeur arbitrairement fixée et garantie par l'État. » Et dans le même ouvrage, Jean Andreau et ses co-auteurs
propose de définir le terme de fiduciarité de 3 façons que je cite très largement ici. Sont donc dits fiduciaires des monnaies d'or et d'argent dont la valeur officielle, du fait du monnayage, c'est-à-dire du fait de sa production, de sa fabrication, est supérieure à celle de leur contenu métallique. Donc la monnaie a une valeur nominale qui est supérieure à sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire à son contenu métallique, ce qui est le cas encore aujourd'hui, bien évidemment. Sont dites également fiduciaires des monnaies métalliques dont la valeur libératoire n'est pas garantie par la valeur intrinsèque du métal, mais par la convertibilité que ces monnaies procurent avec des monnaies d'argent ou d'or sous la garantie de l'État. Et on pense ici aux exemplaires, aux monnaies en cuivre et en bronze, et encore une fois particulièrement aux potins, j'y reviendrai. Et enfin, sont dites fiduciaires des monnaies qui, quelle que soit leur composition et leur coût, sont acceptées par une communauté de paiement en vertu de la confiance que ses membres placent dans cette communauté ou dans l'autorité émettrice des monnaies. Et cela renvoie donc ici au territoire au sein duquel une monnaie circule, au sein duquel elle est acceptée et au sein duquel elle est donc utilisée. Alors une fois qu'on a dit ça, comment aller plus loin pour les monnayages gaulois ? Les données relatives à la valeur nominale des monnaies gauloises nous sont à peu près, voire totalement inconnues. Et en outre, nous ne sommes pas en mesure de préciser au sein d'une même région d'émission les rapports entre les différents métaux monnayés. Autrement dit, les ratios entre l'or, l'argent et le cuivre et tous les alliages fabriqués à partir de ces métaux, tels que cela peut être connu pour les monnayages grecs ou romains. Alors que nous reste-t-il pour essayer de travailler sur cette question ? Eh bien, il nous reste la valeur intrinsèque des monnaies, donc le contenu métallique, et également la circulation des monnaies. Alors, ces éléments étant posés, je souhaiterais vous soumettre deux exemples. Vous voyez, il s'agit vraiment de réflexions préliminaires sur le sujet. Le premier cas que je souhaiterais développer est peut-être le moins évident lorsqu'on pense à fiduciarité, puisque je souhaiterais évoquer avec vous le cas des monnaies d'or produites en Gaule entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère, et m'intéresser plus particulièrement à la baisse du titre, à la baisse de la teneur en or de ces monnaies. Les résultats des analyses menées à l'IRAMAT à Orléans depuis les années 1990 sur plus de 1400 monnaies d'or, je n'ai plus en tête le chiffre exact, monnaies d'or gauloises, ont confirmé les raisonnements qui ont été élaborés au XIXe siècle, à savoir la teneur en or des monnaies diminue entre le IIIe et le 1er siècle, et cette diminution est compensée par des quantités d'argent et de cuivre dans les alliages monétaires. Autrement dit, lorsqu'au sein des ateliers monétaires, les alliages sont fabriqués, on diminue la teneur en or, et pour compenser cette diminution, on ajoute de l'argent et du cuivre. Et donc, passé la phase des imitations strictes, c'est-à-dire des monnaies qui reprennent les types des exemplaires gréco-macédoniens, on constate que l'ensemble des émissions, en tout cas ce qui a été jusqu'à présent analysé, est affecté par une diminution de la teneur en or. Alors, vous avez ici vraiment une synthèse très, très schématique de la baisse du titre, mais on part effectivement au IIIe siècle de monnaies d'or très, très riches en or purifié, à plus de 98% d'or, et ce titre diminue pour, dans certains cas, je vais y revenir, à atteindre 20, 30, 20, voire un peu moins % d'or dans les monnaies. Alors, ce mouvement a été souligné sur un espace très vaste, puisqu'il concerne l'ensemble de la Gaule celtique, mais également la Gaule belgique. Alors, je ne rentre pas dans le détail de ces diagrammes, mais vous avez ici représenté, chaque point représente une monnaie analysée avec les différents types d'alliages identifiés pour la Gaule celtique. Même chose pour la Gaule belgique, et pour faire simple, on passe d'un or purifié, un or affiné,
ou d'un or natif au IIIe siècle, pour les plus anciennes émissions, à un or plus ou moins fortement allié, dans lequel sont volontairement ajoutées des quantités d'argent et de cuivre en proportion variable. Et le point qui est important, c'est qu'aucun retour en arrière n'a été jusqu'à présent constaté, c'est-à-dire que les monnaies d'or produites, fabriquées au 1er siècle avant notre ère, sont toutes en or allié. On n'a pas de monnaie d'or en or pur au 1er siècle. Alors, ce phénomène de diminution du titre s'observe donc à l'échelle de l'ensemble des territoires gaulois, mais il n'est pas complètement linéaire. On voit des rythmes, des modalités et des mécanismes divers. Pour vous donner un exemple, dans le territoire traditionnellement attribué aux Arvernes, au IIe siècle, on a une monnaie d'or avec environ 70%, et il est de l'ordre de 50% au moment de la guerre des Gaules. Chez les Éduins, en revanche, à l'Athènes C2D1A, les monnaies d'or ont un titre de 50%, et à l'Athènes D1B, il est de 30%. Donc des titres variables qui illustrent des politiques de production monétaire diverses et qui interrogent sur l'usage de ces monnaies et sur leur valeur nominale par rapport à leur valeur intrinsèque. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Plusieurs hypothèses ont été développées. Oui, voilà, ça permet de montrer cette diversité pour une même période, mais je vous ai déjà montré cette carte. Alors, il est d'usage d'expliquer la baisse du titre des monnaies par un usage accru de l'outil monétaire, soit dans le cadre d'une monétarisation croissante de l'économie, qui accompagnerait le développement des échanges à partir du IIe siècle, soit pour financer des conflits. Alors, est-ce que c'est une explication suffisante ? Je n'en suis pas certaine, parce que le sentiment qui domine vraiment, c'est celui de la nécessité d'épargner le métal précieux. Et puis quand on compare à ce qui existe dans le monde grec ou romain, on constate que la norme, c'est plutôt quand même une monnaie de bon or et de très bons titres. Donc on a une spécificité gauloise qui, de fait, devait rendre plus difficile l'utilisation de ces monnaies sur les marchés extérieurs. Alors, comment expliquer cette spécificité ? Peut-être par les usages de l'or, puisque au IIe siècle, parallèlement à l'augmentation du volume des émissions, on voit apparaître des dépôts mixtes qui associent des monnaies d'or et des éléments de parure également en or. Et la question se pose, est-ce qu'on retrouve cette économie du métal précieux dans ces parures ? Alors non, pour des raisons techniques de fabrication. Les parures ont plutôt fabriquées à partir d'un or... des alliages riches en or. En revanche, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à partir de cette date, 2e et 1er siècle, qu'on ne voit pas de plus en plus de parures, des torques ou des bracelets qui seraient fabriqués à partir d'une lame en cuivre, en bronze ou en fer et simplement recouverte d'un plaquage d'or. Ça, ce sont des études qui sont menées dans le cadre de l'ANR Celtic Gold et qui pourraient éclairer ce phénomène monétaire. Alors pour terminer un peu plus rapidement, je voudrais m'intéresser à un deuxième cas, peut-être plus évident cette fois, qui sont les potins, donc ces exemplaires coulés en alliage cuivreux. Et je vais reprendre ici une étude que nous avions publiée dans Études Celtiques en 2020 à la suite du congrès de l'ISPP. Donc ces exemplaires apparaissent à la transition l'Athènes C1-C2, soit un siècle tout au plus après l'apparition de la monnaie d'or et de la monnaie d'argent gauloise. Les contextes les plus anciens, d'abord dans le nord de la Gaule, avant d'être plus largement diffusés, notamment, vous voyez ici un exemple dans l'Orléanais à partir de l'Athènes C2. Donc ces exemplaires s'insèrent dans des circulations monétaires qui étaient jusqu'à présent caractérisées
par des monnaies d'or et par des monnaies d'argent. Et ces exemplaires, ces potins, ont des aires de diffusion, de circulation plus ou moins importantes selon les émissions. Un point à souligner, 2 espaces ne participent pas à ce mouvement, les régions de la façade atlantique et de la Manche, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, la production des potins, elle se développe surtout dans le courant du IIe siècle, à une période où la société celtique connaît de profondes évolutions, développement de l'urbanisation, essor des productions artisanales et des échanges, augmentation des volumes de production. Mais on est toujours un petit peu embarrassé tout de même pour déterminer la nature des autorités émettrices à l'origine de la production de ces bronzes coulés, tant leurs circulations sont diverses. Certaines séries connaissent une aire de diffusion à l'échelle d'un territoire réduit, par exemple des potins au thé essentiellement représentés à Vieille-Toulouse. D'autres ont une circulation suprarégionale qui recouvre plusieurs territoires. C'est par exemple le cas des potins au long cou en haut à droite de cette carte, ou encore de ceux à la grosse tête. Alors, plus que toute autre monnaie, les potins semblent incarner la monnaie fiduciaire par excellence. Leur présence en nombre sur des sites de nature diverse et le peu de soins généralement apportés à leur fabrication en font des pièces de faible valeur unitaire. L'ensemble de ces éléments explique au moins en partie les chronologies complètement discordantes qui ont été proposées dès le XIXe et les interrogations qui demeurent encore quant à l'usage et à la fonction de ces exemplaires. On a d'abord considéré que les potins étaient les plus anciennes monnaies gauloises sur des considérations esthétiques et aussi conformément à ce que l'on connaissait des monnaies romaines, ou au contraire qu'il s'agissait des monnaies les plus récentes, contemporaines ou postérieures à la conquête romaine. Et ce schéma a longtemps été considéré comme plus conforme à la monétarisation de l'économie gauloise, et on le doit à Colbert de Beaulieu à partir des années 50. Alors, cette datation basse a longtemps prévalu, alors même qu'à partir des années 1970, l'accroissement des découvertes de monnaies en contexte daté offrait la possibilité de reprendre ces chronologies et de les remonter considérablement. Alors actuellement, il y a un consensus, tout le monde s'accorde à placer l'apparition des premiers potins à la fin du IIIe, début du IIe siècle et le développement au cours du IIe. En revanche, la question de leur usage et de leur fonction à date haute fait encore débat. Et je m'arrêterai sur ce point. Car reconnaître la fiduciarité de ces potins gaulois, c'est accorder à ces exemplaires une fonction monétaire et c'est admettre l'existence de pouvoirs émetteurs forts en mesure d'imposer la circulation de ces exemplaires et d'en garantir la valeur. La question qui se pose alors est la suivante: cette situation est-elle en place au moment de l'apparition des monnaies coulées à la fin du IIIe, début IIe? Et c'est là en fait que les avis divergent. Catherine Gruel considère qu'on a une évolution dans la fonction de ces potins, d'abord des jetons avant d'acquérir à une date plus tardive une fonction d'outil monétaire. En revanche, pour d'autres auteurs, comme Brun, Ruby ou plus récemment Genékesi, les conditions sont réunies au sein de la société celtique dès le IIe siècle pour assigner aux potins la fonction de monnaie fiduciaire au sens large. Et donc, dès leur apparition, ces exemplaires doivent être considérés comme des petites espèces qui répondent à un besoin dans un contexte de diffusion de l'outil monétaire au sein de la société celtique. Et je vous remercie de votre attention.